Polysécure, épisode un peu plus technique. Je suis avec Frank. Oui, salut Nicolas. Bonjour pour aujourd'hui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va très très bien. Merci. Parfait. On va discuter cette fois-ci un peu la jungle des licences au niveau Azure O365, puisqu'il y a quand même un degré de complexité associé à ce genre de choses-là. J'ai dû à me battre plusieurs reprises là-dessus. J'imagine que toi aussi. Tu en as fait un peu une certaine connaissance associée à ça. Oui, effectivement, c'est ce qu'on s'était réexpliqué la dernière fois en se disant est-ce que ça vaudrait le coup de retrouver d'autres sujets un peu plus poussés après coup sur la partie sécurité. Mais avant qu'on soit plus poussé, il faut aussi comprendre comment Microsoft raisonne, parce que Microsoft n'est pas une OBNL, hein, pour certains s'ils croient que c'est toujours malheureusement le cas. Non, 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 non. C'est quand même une des plus, si ce n'est la plus grosse boîte de TI au monde et sur la planète en termes de chiffre d'affaires et de rendu de bourse. Donc, évidemment, elle n'a pas enlevé tout ce que tous les autres enlèvent. C'est une notion d'abonnement, une notion de licence. Peu importe comment, évidemment, on le verbalise, on va dire, entre guillemets, mais malheureusement, pour s'y retrouver, c'est une jungle. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, Microsoft, ils sont assez malins et en même temps, je les trouve opportuniste aussi, et c'est évidemment de bonne guerre, c'est qu'ils rebranding souvent éventuellement aussi leurs services selon la couleur du vent ou selon comment ça se passe. Hein. Par exemple, DevOps, évidemment, TFS, Visual Studio Forge ou Visual Studio VSTS, c'était moins sexy que Azure DevOps. Donc évidemment, il y a du rebranding qui se font. Comme la Power Platform aussi, d'ailleurs, voilà, qui a été... Comme la Power, et exactement pour M365, Power Platform, évidemment, sont les 4 produits de Power. Donc, c'était Flow, mais qui est devenu Power Automate. T'as le chatbot qui est devenu Power Automate, pardon. Flow qui est devenu Logicap, mais PowerBot. PowerBot aussi. Puis après, t'as Power BI et évidemment Power Apps. Et Power Apps étant le Logicaps fabrication d'apps. Alors, je vais pas dire facile parce que j'ai des collègues qui travaillent là-dedans et Dieu sait que c'est loin d'être évident, mais bon, on va dire pour un non initié, c'est pas du Visual Studio évidemment ou un développement évidemment très très classique qui est avec évidemment tout ce que ça se présente au niveau des IDE. Mais donc c'est toute cette Power Platform là parce que en fait, ils se sont aperçus que Power BI est devenu, c'est toujours encore une fois comme j'avais dit avec Sentinel, quand des fois Microsoft en parle le moins, on dit souvent comme les frites McCain, on a une pub en Europe qui est ceux qui en parlent le moins, on mange le plus. Là, c'est pareil pour Microsoft. C'est quand ils en parlent le moins, ça réussit à passer et c'est un vrai succès. C'est quand ils en parlent le plus que malheureusement, des fois, ça marche pas. Power BI, ça a été la vraie surprise du côté, évidemment, du management de tout ce qui est BI en tant que tel, mais surtout management de traitement des données et des data et de tout ce qu'on peut en faire. Alors après, on peut critiquer, mais je peux vous assurer que c'est un produit assez incroyable et exceptionnel. Moi qui n'aime pas spécialement, ou en tout cas qui n'était plus à un court terme, même si j'ai fait mes armes avec Clipper, avec des bases, avec Fox Pro, enfin toujours avec des bases de données, et j'en travaille toujours, mais je suis pas vraiment non plus un fan à dire waouh, je vais faire de la base de données absolument, je suis pas un DBA, mais Power BI te redonne un peu l'amour de la database. Donc c'est pour ça que ces notions de licence et ces notions de points, c'est que même pour Power BI d'ailleurs, il y a aussi des licences où Power BI est très compliqué à comprendre. Tiens, ça pourra donner peut-être l'idée à quelqu'un avec Power BI Desktop, Power BI Services, Power BI Embedded, Power BI évidemment free, tout ça évidemment est très compliqué à comprendre. Ça pourrait, tiens, j'envoie pour un prochain podcast, ça pourrait être éventuellement un décortiquage pendant une demi-heure, 3/4 d'heure de Power BI. Et Dieu sait que j'y ai bossé longtemps et je connais un des gars de chez Microsoft qui est vraiment le Power BI ninja chez Microsoft. J'ai appris du meilleur et je peux vous assurer que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe derrière Power BI pour le faire. Donc si on revient sur sur la partie évidemment licence, la notion aussi c'est avec M365. Parce qu'en fait, la grosse césure qui s'est passée d'il y a 1 an ou 2, c'est qu'on parlait évidemment de Office d'un côté et on parlait de M365 qui est arrivé de l'autre. Et là, ils ont dû recasser encore des affaires. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que rien n'était clair à cause de tout la legacy et le passif de Office Desktop
Office, évidemment, qui était Office, le pack Office, tel que tout le monde l'a connu dans les années de 2003 à 2010 jusqu'à 2017, on va dire, et avant que ça devienne, on va dire, le concurrent direct de G Suite et compagnie pour Office 365. Donc là, évidemment, à chaque fois qu'on parlait d'Office, la plupart du temps, ce qu'il fallait comprendre dans Microsoft, dans leur tête, c'était quand même Exchange par défaut, parce que c'était évidemment le côté back-end de la partie, évidemment, de la partie mail. Et donc, au niveau d'Office, les gens, quand on parle d'Office, c'est souvent Word, PowerPoint, évidemment, Access ou Excel par rapport à ça. Donc, en même temps, comme il y avait des licences très compliquées à avoir entre Office Pro, Office Business, Office Corpo, Office Entreprise, puis qu'en même temps, on savait plus trop quoi était vraiment Office Perso, même d'ailleurs, comme éventuellement les Office grandes entreprises. C'est pour ça que Microsoft a aussi remodifié et rechangé, en tout cas simplifié, toute cette notion avec Microsoft 365. Donc, ça va non plus pas avec un truc idiot. Hein. C'est parce que désormais, même leur back-end, ils se sont aperçus que Microsoft 365, ou en tout cas l'infrastructure qui va avec M365 devait changer avec l'endpoint. Parce qu'on pouvait plus aller dire, bah, tu vas sur office.quoi, office.com, ah oui, mais Office, c'est les outils, bah oui, mais si j'ai mon account, ah bah oui, mais je peux avoir un account Microsoft, je peux avoir un account School, un account Pro, ça commençait à se mélanger avec le portal Azure, parce que tout ça, c'était ce qu'on avait parlé lors du premier ou du deuxième podcast, la AD devient le backbone, évidemment, au travers de ces deux structures back-end, qui est Azure d'un côté, et évidemment M365 de l'autre. Mais là, dans M365, tu faisais aad.portal.azure.com. Ah oui, mais là, attends, pourquoi je tape Azure? Sachant que si je fais portal.azure.com, j'ai aussi l'Active Directory de l'autre côté. Tu sais, c'est un petit peu bizarre, évidemment, de gérer toutes ces affaires-là. Donc, ils sont partis dans un état d'esprit de dire, bon, il va falloir simplifier les affaires. Donc de là, ils ont essayé de dire, OK, on fait un M365, et un M365 pour eux, au final, et ça arrive là pour l'année 2021, c'est égal à Office 365, c'est égal à EMS, donc les fameux Extend Microsoft Security, et ça correspond aussi aux licences Windows 10, qu'il faut que tu dises que oui, Windows 10 fonctionne avec un compte éventuellement built-in à 180 jours si tu veux pas le payer, ou qu'il va falloir avoir une clé à un moment donné, mais si tu as un compte, bah désormais, d'ailleurs, je vous rappelle que je vais peut-être pas faire un truc, mais Windows, pour ceux qui ont eu la chance de tester Windows 11, si c'est une chance, je sais pas si c'en est une, mais en tout cas pour certains qui le font, je ne voudrais pas fâcher quelques-uns, mais moi j'aime bien, c'est pour le fait est de voir un peu ce qu'ils vont faire. Bon, ils ont recopié sur Apple parce que maintenant on peut mettre le menu carrément au milieu comme Finder, comme Pathfinder, mais le fait est, c'est que dans Windows 11, c'est toute une bidouille pour justement marcher avec un compte local. Ils ont enlevé ce système pour qu'on ait obligatoirement un compte, évidemment, qui est attaché. Donc, compte pro, compte pas pro, évidemment compte School qui maintenant est compte le compte pas pro, le account que vous avez évidemment Microsoft. Puis je rappelle aux gens, hein, un compte pas pro, puis là je parle pas de compte pro, donc compte pro ça veut dire que vous êtes @l'entreprise.ca.com que vous avez, et qui est fédéré souvent avec Microsoft. Mais si c'est pas le cas et que vous êtes compte pro, c'est pas parce que vous êtes Hotmail, c'est pas parce que vous êtes live, ou c'est pas parce que vous êtes avec les TLD de derrière l'arrombasse, à droite de l'arrombasse, dédié à Microsoft. Vous pourriez très bien avoir un compte personnel avec un compte @gmail.com ou avec un compte. Ça, c'est le login qui vous permet d'aller dedans. Je préfère de le faire. Des fois, les gens sont des fois paumés entre la notion du login, puis ça perturbe les gens qui n'ont pas l'habitude, parce que le login a un nom qui peut être aussi un arrombasse d'une autre compagnie, puis ils comprennent pas qu'ils sont quand même avec un login. Ils auraient pu mettre ma grand-mère fait du vélo. Ça aurait, si Microsoft l'acceptait, parce qu'il faudrait un arrobase, ça marcherait pareil pour être un compte évidemment Microsoft privé. Donc, ceci pour en dire que désormais ils ont simplifié l'affaire aussi au niveau des abonnements pour l'Active Directory. Ils ont simplifié évidemment les abonnements. Bon, pour tout ce qui était subscription Azure, c'était assez de toute façon simple. Donc on va démarrer par cela rapidement, puisque je terminerai par M365 qui est beaucoup plus compliqué. Donc pour Azure, le truc est simple, c'est obligatoirement de la notion d'abonnement dédié à, excusez-moi, parce que je croyais que, désolé, j'ai eu comme si que Nicolas avait disparu de mon écran. J'ai eu peur à un moment donné. Je reprends. Non, je suis encore là. T'es là, Nico. Bon, ok, super. Désolé, j'ai eu un glitch avec mon écran. Hein. Donc en fait, pour la partie Azure AD, quand vous démarrez un compte
M365. Je vous rappelle aussi, ou réécouter les autres podcasts qu'on avait fait au début au travers de Microsoft, c'est que quand vous faites un compte Office, automatiquement par derrière, la grosse machinerie qui est faite, c'est que c'est pas M365 qui vous donne l'accès à avoir une gestion d'identité. Microsoft va faire par votre compte de déployer évidemment une AD derrière. Donc, au démarrage, si vous allez pas plus loin que ça et que vous voulez juste un compte perso, admettons, ou une compte pour une petite entreprise et que vous ouvrez votre compte sur Office, vous allez démarrer directement avec une AD de base que Microsoft va vous setuper derrière. Donc ça, elle est gratuite et là-dedans, c'est limité à 500 000 objets, directory objets. C'est évidemment identifié. Alors, ça a été d'ailleurs en l'occurrence 50 000 directory objets. Identity Manager, évidemment, par les Device Registration, un single sign-on, un SSO pour à peu près 10 apps par user, une collaboration B2B accessible, un self-password registered aussi, évidemment de l'asynchrone que vous pourriez faire avec une AD on-premise avec AD Connect et des vraiment basic reports au niveau sécurité. Quand vous commencez à passer à basique, puis là, je vous dirais que les tarifs éventuellement peuvent avoir changé, donc c'est vraiment une notion que je vous donne, mais c'est entre $1 et $1,50. Ça oscille en fait entre ça. Le basique, là encore une fois, c'est évidemment des directories d'objets, c'est évidemment de l'identité, les SSO, donc tout ce que je vous ai dit en free, mais effectivement, vous avez la possibilité de faire du branding sur vos login pages, vous avez la possibilité de faire du group basing access management pour listening, et vous avez la possibilité aussi de faire on va dire du SSPR, comme on appelle, donc du Service Password Reset, où vous pouvez laisser vos personnes permettre de rectifier le password. Vous avez évidemment maintenant la gestion du My Apps, vous avez la gestion du My Signing, donc la personne a la possibilité d'avoir ses authentifications de méthode, et que si vous setupez ces authentifications de méthode, évidemment vous les avez pas trop en basique, vous n'avez pas de tout effet, c'est à partir de la P1, mais au moins là vous pouvez continuer. Après, dans la premium, qui coûte entre 6 et $7 selon ce que vous prenez, là, vous avez tout ce que je viens de vous dire, free et basique, mais avec ça, vous rajoutez les proxys, les dynamic groups, les on-premise write-back du self-service. Donc, si vous avez une AD qu'elle est connectée et que vous êtes en SSPR, si vous changez votre mot de passe, ça va réécrire évidemment dans l'AD on-premise aussi de l'autre côté. Donc le service write-back est mis. Le two-way sync between évidemment on-premise AD, je viens de le dire. Le multifactor authentication, enfin, donc là avec tous les systèmes de méthodes d'authentification. Donc là, il faut savoir que l'AD est compatible surtout en P1 avec les clés FIDO. Vous êtes évidemment compatible avec Microsoft Authenticator, Google Authenticator, le SMS, le mail et les téléphones fixes. Donc là, vous pouvez évidemment interagir avec. Vous avez évidemment le Microsoft Identity Manager aussi, qui est le User Cal, qui lui normalement devrait être déprécié d'ici peu. Le Cloud App Security, le Connect Health, et évidemment surtout et absolument les Conditional Access, très important évidemment pour gérer vos Conditional Access et points. En tout cas pour les grandes sociétés, c'est important. Les Automatic Password Rollover aussi, ça c'est cool parce que maintenant Microsoft a aussi la possibilité d'avoir des password protection où vous pouvez donner une liste de passwords interdits. Donc là au moins, puis avec une politique aussi de password minimum. Donc si vous voulez que ce soit 12 caractères au minimum, c'est 12 caractères alphanumériques et avec tout ce que ça comporte. Et puis tous les passwords interdits évidemment que vous pourriez. Et puis là la liste au démarrage a été bloquée à 1000, à reconfirmer. Là malheureusement, je me suis fait pris de court avec Nicolas pour aujourd'hui, mais je crois que c'est 10 000 maintenant qu'on peut mettre. Donc ça donne quand même largement de quoi à gérer. Intégration de troisième partie pour l'identity gouvernance, évidemment. Le SharePoint Limited Access, le OneDrive for Business et le Collab Security Integration, comme on l'a précisé. Vous avez le Discovery d'un côté et vous avez l'Integration de l'autre côté. Quand on passe en P2, alors là, quand vous passez en P2, c'est là où ça commence à devenir, évidemment, puis ça, c'est que les grosses entreprises, parce que dites-vous bien que ceux qui passent en P2 sont vraiment les gouvernements, les grosses structures, ou en tout cas des sociétés qui sont au moins au-delà de facilement. Enfin, je déconseille de passer en P2, je parle pour le coup en dessous de 1000 personnes, 1500 personnes, parce que à moins que vous ayez l'argent, parce qu'évidemment, ça réaugmente le coût, là, on va
tourner entre $9 et $10 par personne. Et là, ils offrent tout ce qui est en P1 de ce qu'on vient de dire, mais l'identity protection. Alors ça, c'est génial parce que honnêtement, c'est attaché par HBitPoning, donc tout ce que fait Troy Hunt et compagnie. Donc dès qu'il y a un password leaké, dès qu'un gars commence à gérer au niveau de son identité, vous avez les revues d'identité, le management de l'identité à l'intérieur. Là, vous avez vraiment tout un système. Et le service, évidemment, par essence ultime pour des gars de sécurité comme nous, mais en tout cas pour des gars de l'AD, c'est évidemment le PIM, le Privilege Identity Management, pour dire on fait at least en termes de groupe et on se PIM pour être Global Admin, Security Admin ou éventuellement dans certains points. Je vous rappelle que le PIM fonctionne autant pour l'AD qui refonctionne aussi pour le 365, pas pour tout, parce que le 365 a ses propres rôles aussi pour son back-end. Ça aussi, les gens ont du mal à comprendre qu'il y a aussi l'AD qui est commun aux deux, mais il y a quand même des rôles qui sont dédiés évidemment pour Power BI par exemple, parce que vous devez avoir la licence ou le plan, parce qu'il y a des plans aussi avec le pack. C'est pour ça que je vous dis que c'est de la jungle, et Microsoft va pas vous donner ça cadeau built-inement dans le point. Et en même temps, quand vous êtes administrateur des back-ends, c'est pas par Azure ou pas l'AD par défaut qui le fait. Donc il y a une sorte de petite couche supplémentaire du côté M365 qui vous permet évidemment d'aller là-dessus. Donc, le privilège Identity Management et les Access Review qui vous permettent de générer vos Access Review à l'année. Bonne pratique, c'est au moins d'en faire 2 par an. Maintenant, si au moins vous en faites un, c'est déjà super. Mais groomer vos groupes, groomer les gens qui vont pas, groomer les salles de formation, il y en a plus, groomer évidemment les imprimantes et compagnie, groomer en fait l'intégralité qui a groomé. Et puis là, il vous aide évidemment à gérer tout ça. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Donc, grosso modo, les différences évidemment et là où c'est important pour la partie évidemment de la gouvernance au niveau de l'AD, c'est que plus vous montez évidemment mieux c'est, ça va de soi, les coûts vont avec. Mais effectivement, ça vous permet aussi de gérer de l'hybride. Hein. Il faut comprendre que quand Intune est monté, si après vous faites de la gestion de device, donc du MDM, du Mobile Device Management, là à partir de là, avec évidemment la AD, vous avez ce qu'on appelle évidemment de l'hybrid join, de l'AD hybrid join. Vous avez évidemment de l'AD registered et de l'AD member. Donc grosso modo, pour s'y retrouver dans tous ces termes-là et pour comprendre un petit peu comment Microsoft fonctionne, c'est simple. Quand vous êtes hybride, automatiquement, ça sous-entend que votre device est branché avec votre domaine, mais qui fonctionne autant on-premise qu'il fonctionne avec le cloud. Pourquoi? Parce qu'on l'a déclaré comme tel et que c'est dans la GIR de votre Windows 10 où vous avez géré vraiment entrer un compte dans le domaine. Quand vous êtes registered, et là, au travers évidemment d'un iOS ou d'un Android, vous pouvez l'être aussi avec un Windows si vous ouvrez juste un compte, comme si que là, dans la partie évidemment de l'option, vous n'êtes pas attaché à un domaine, vous ouvrez juste parce que vous avez un compte professionnel et que là, il va vous registrer avec évidemment la fédération et l'enregistrement évidemment dans le plan point. Si vous êtes simplement member et que là, par contre, c'est juste un AD member en fait, c'est du Azure AD member, là ça veut dire que vous n'avez pas une existence effectivement du côté on-premise à ce niveau-là, et que c'est de cette manière évidemment que Microsoft fait donc il y en a quatre qui se distinguent au travers des devices. Et puis ça, après avec Intune, vous avez des device compliance, vous avez un certain nombre de choses. Puis là aussi, c'est tout un monde encore une fois aussi pour tout ce qui est les plans et autres. On pourra, si ça intéresse ou si autre, n'hésitez pas à remonter votre intérêt à Nicolas pour évidemment le faire. Donc, en passant sur l'AD, automatiquement, ça nous permet évidemment directement, et c'est ça qui est important, directement sur la partie Azure. Et sur la partie Azure, toute la partie subscription, elle est facile. Vous avez que 3 abonnements possibles en subscription. Vous avez le Pay As You Go. Le Pay As You Go, c'est simple, vous mettez une carte de crédit, vous êtes comme tout le monde, il y a un Equifax ou un équivalent d'Equifax ou TransUnion derrière. Selon votre capacité de crédit, ça va de 10, 15, 20, 25, 30 000, ça n'ira jamais au-delà de 30 000 pour un privé ou pour une entreprise de base. Et puis là, vous mettez votre carte de crédit aux fesses, et puis tout ce que vous faites, évidemment, dans votre subscription, évidemment, est pris au travers d'Azure. Après, si vous êtes par contre commencé à être dans une petite entreprise, ou que là, vous décidez, quand je dis petite entreprise, une moyenne entreprise, une PME, puis que vous dites, tiens, c'est bizarre, on paye quand même assez cher parce qu'on voudrait éventuellement réduire un peu nos coûts, réduire en pourcentage les coûts de ce qu'on fait, là, vous pouvez faire ce qu'on appelle un CSP, c'est-à-dire un Cloud Service Provider, où là, vous allez vous réunir avec d'autres équivalences que vous.
Et là, en vous réunissant avec d'autres équivalences que vous, automatiquement, vous allez correspondre à un cloud service provider. Puis là, vous allez vous retourner de bord après avec évidemment votre partenaire du côté Microsoft. Et là, du côté Microsoft, il va vous dire, OK, et là, vous me promettez quoi à l'année? Bah, écoute, moi tout seul, je faisais 50 000, lui tout seul faisait 70 000, lui tout seul faisait 100 000. Bah, les deux font peut-être, je sais pas moi, mettons 250 000, mais là, vous trois, vous dites que vous faites 300 000. Bah, en faisant 300 000 à vous trois, Microsoft va réduire évidemment les coûts. Alors là, il y a encore des astuces, hein. Je suis pas non plus un partenaire et un truc. Je vous dis à peu près comment les grandes lignes, comment ça marche. Et là, vous pouvez avoir, au lieu de payer par exemple une VM à 0,0 machin, bah, vous allez la payer au lieu d'être à 0. Bah tiens, le storage, un storage sur une journée de base premium, ça coûte à peu près aux alentours d'un $2. Bah, quand vous êtes CSP et que vous avez bien négocié votre affaire, vous pourriez peut-être le toucher à 50 sous. Donc, évidemment, vous allez avoir plus d'argent pour évidemment gérer les points. Donc, ça aussi intéressant peut-être à voir. Après, l'autre débat, c'est Enterprise Agreement. Et là, l'Enterprise Agreement, c'est vraiment pour les grandes structures. Mais là, il n'y a pas d'autre mesure. C'est que vous retournez de bord auprès de Microsoft et Microsoft, il démarre de toute façon d'Enterprise Agreement. Enfin, à date, à moins qu'on me dise le contraire, mais il démarrait à $3 millions à l'année. Donc, par défaut, de toute façon, c'est simple. Hein, à 3 millions puis plus, bah là, vous passez Enterprise Agreement. Puis là, c'est les quotas, les limites sont levées, un certain nombre de choses sont faites. Enfin bref, c'est comme les Microsoft Startup là, quand ils offraient évidemment des points, ou ils offraient un peu moins, mais ils offraient des points. Donc là aussi, vous avez les moyens. Donc toutes ces grosses boîtes, les gouvernements qu'on a, toutes les grosses entreprises et compagnies sont souvent en Enterprise Agreement. Donc ils ont un ea.azure.com. C'est souvent la personne qui détient le contrat et la carte de crédit de la grosse boîte qui est évidemment maître d'œuvre là-dessus et qui redescend évidemment sur les subscriptions qui tombent. Donc ça fait partie de l'AD et Azure et on repart donc sur la partie évidemment Office et M365 et là ça commence à devenir la jungle, l'asile et complètement la problématique qu'il y a. Pourquoi? Parce que automatiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez eu vos accès de licence pour les gens à l'intérieur de votre AD, à l'intérieur de votre AD classique, mais juste un droit de se connecter. On est d'accord? C'est juste un droit de dire, c'est comme si vous aviez une grosse base de données SQL, mais sauf que, bon, c'est la base de données LDAP ou la base de données Active Directory qu'on connaît. Donc, c'est comme si on vous avait mis un gros serveur 2016 ou un gros serveur 2019, et puis que là, vous avez mis l'AD en place, la DDS, le domaine, les machins, vérifiez vos domaines, donc vos .com, là, pour la plupart du temps, .ca, et puis que là, vous avez accès à dire, bah, monsieur machin peut @macompagnie.ca peut aller se connecter. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'à partir de ce bord-là, automatiquement, si je me retrouve du côté Azure, bah là, oui, il aurait le droit du côté Azure s'il allait dans le portal, selon évidemment le type d'abonnement et si vous avez mis les paiements en place. OK, les ressources embarquent. Donc là, vous avez les 190 ressources possibles d'Azure. Je crée des VM, je crée des web apps, je crée du Databricks, je crée, peu importe, du Key Vault. Enfin bref, les nombres de ressources que vous pouvez, toutes les connective services et compagnie. Donc ça, c'est activité parce que c'est sur la subscription que ça va être évidemment tiré. Mais l'AD, il faudra quand même payer l'accès aux personnes du fait du plan de l'AD que vous avez déjà. Ce que je viens de vous dire, $1, les $6, les $9. Mais après, du côté Office 365, pour que la notion M365 embarque avec les plans, mais en même temps avec les licences pour que les gars aient accès à Office 365, si vous ne faites rien, quand le gars, vous allez faire monsieur Duchemol @monentreprise.ca, puis que je lui dis va sur Office, connecte-toi, il va voir apps, et dans apps, pouf, c'est vide. Il va juste voir les trucs qui est gratuit par défaut. Je vous le dis tout net, il n'y a pas grand-chose. Et là, ça s'arrête là. Donc, automatiquement, vous devez vous revirer de bord pour dire, OK, bah alors, comment je fais pour évidemment trouver le bon adéquat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est M365 égale Office EMS Windows 10. Et là, si on rentre, puis là, je vais pas faire évidemment le côté personnel, je vais faire plutôt le côté évidemment entreprise et grande entreprise. Bah là, vous avez ce qu'on appelle les Office Pro. Donc dans les Office Pro, vous en avez deux de disponibles. Donc c'est les E1 et les F1 et les F3. Puis après, vous avez surtout les E1. Donc tout ce qui est E pour Enterprise, les E1, le E3, le E5, le M365 E3 et le M365 E5. Là, ça y est, ils l'ont liquidé un petit peu de cette manière. Alors, ça a peut-être bougé encore sur certains points, parce que je vous le cacherai pas que effectivement, j'ai encore des
j'ai pas non plus toutes les informations en temps réel sur à peu près tout ce qui se passe en termes de points, mais à date, ça avait pas trop bougé depuis le début de l'année. Donc, si je prends le 1 au complet, c'est évidemment la gestion du IAM, avec toutes les security par défaut, comme je viens de vous le dire, le MDM, le threat management, là-dedans, vous avez accès, rappelez-vous, aux 4 back-end de Microsoft, donc OneDrive, SharePoint, Teams et puis évidemment Exchange. Donc là, vous auriez Exo Protection, donc Exchange Protection embarquerait évidemment avec le 1. Pour le Cloud Security, vous n'aurez rien. Pour l'Information Protection, vous n'aurez rien. Pour le Compliance, là par contre, vous auriez les Retention Labels, les Audit Log et les Search. Si on passe sur le E3, le E3, lui, c'est la protection des données. Donc, ça veut dire il reprend tout ce qu'il y a dans le E1, puis dans la protection des données, là, il vous amène l'AIP, donc l'AIP standard de Office 365. Donc, là, attention à l'AIP, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été défaites avec cet acronyme, parce qu'il y en a certains, ils l'ont toujours appelé comme Azure Information Protection ou Azure AD. Donc, en fait, le vrai nom pour l'AD, c'est AAIP. Pour Azure AD Information Protection, Identity Protection, pardon, pour justement l'Identity Protection. Et dans le AIP, c'est vraiment le Information Protection. Donc, on s'y perd un peu quand on fait pas gaffe au niveau où... Dites-vous que quand quelqu'un vous parle de mot AIP ou AAIP, vous lui dites, tu me parles de l'AD ou tu me parles de M365 pur et de la protection de la donnée. Parce que évidemment, s'il vous parle de l'AD, c'est pas du tout le même principe. Là, on est dans ce que je vous ai dit en P2 et compagnie, dans l'identité management. Si on passe dans le M365, c'est sûr et certain que là, c'est dédié réellement pour de l'information de protection. Donc évidemment, la default retention et le e-discovery aussi, qui est évidemment accédé. Pour le E5, là, vous avez la conformité et la gouvernance qui est reprise. Donc là, pour le E5, c'est normalement la licence la plus chère. Puis là, pareil, pour les licences, ça va de $15 à $40 si vous payez plein pot. Après, il y a évidemment des remises selon. Là, mais donc là, après, vous avez le PAM qui rentre en place, évidemment. Vous avez le Office ATP. Donc là, le Office ATP, c'est Advanced Threat Protection de tout Office. Donc là, c'est Exchange, donc c'est les phishing, les URL links, les notions de vérifier les discoveries, de vérifier évidemment, il y a une sorte de behavior derrière la grosse machine de Microsoft au niveau du PAS. C'est la détonation des fiches qui pourraient se faire. Enfin bref, c'est tout un débat. Après, évidemment, vous avez l'AIP pour Office 365, encore une fois, mais pas standard, mais vous l'avez en premium. Donc, évidemment, en premium, vous avez beaucoup plus de choses que vous pouvez faire. Labellisation, discovery, gestion sur à peu près tous les back-ends, donc SharePoint inclus, OneDrive et compagnie. Puis, pour la partie compliance, là, vous avez tout ce qui est records, tout ce qui est... rétention, audit et e-discovery et les compliance services. Donc là, vous avez compliance.microsoft.com. Puis dans compliance.microsoft.com, vous avez le fameux Secure Score. Et là, il rentre dans le compliance, à savoir est-ce que vous êtes PCI-SS, PKI, machin, enfin bref, tous les trucs de gouvernance que vous connaissez sûrement encore mieux que moi. Il y en a facilement plus d'une vingtaine de listifiés que Microsoft est compatible et c'est dans cette mesure qu'il le fait. Maintenant, dès que vous passez du côté M365 E3 ou E5, là, on a d'autres fonctionnalités qui rentrent en compte parce que là, on embarque le endpoint avec. Donc, on embarque le fait que le M365 E3 ne peut fonctionner que si vous êtes en AADP1. Si vous êtes en dessous, ça marche pas. Il faut minimum P1. Comme le M365 E5, il faut être minimum P2. Donc, de toute façon, qui peut plus l'un peut pas l'autre. Pareil, dans le E3, Intune, MDM et MAM est inclus, puisque là, le M365 E3 le démarre, donc le E5 le prend. Automatiquement, vous passez, même s'il a normalement disparu, mais Microsoft en parle encore, vous avez accès dans le E3 au Microsoft ATA, le Advanced Tactic Analytic. Donc là, il vous donne la possibilité de faire des essais, des tests au travers de comment le phishing peut se faire, qu'est-ce qu'ont été touchés vos users, les signing, tous ces risques signing, risque user et compagnie. Cette fois-ci, vous avez le CAS Discovery, donc le Cloud Security Discovery. C'est pas le MCAS, c'est vraiment le CAS Discovery. Et vous avez l'AIP P1. Et l'AIP P1, alors la liste est tellement longue pour l'AIP P1, je vous invite vraiment entre standard, premium, P1, P2, faut aller voir. Il y a vraiment un statut global. Ça fait un peu comme Power BI. Là, faudrait qu'on fasse
un podcast IP spécifique parce que l'IP, l'information protection chez Microsoft, c'est quelque chose. Donc là, il y a tout un débat parce qu'il y a aussi la machine learning aussi qui est derrière. Et puis pour la partie E5, qu'est-ce qui est rajouté? C'est l'Azure ATP. Encore une fois, Azure ATP, c'est le Defender. Azure ATP, c'est l'Azure Advanced Threat Protection pour tout ce qui est hybride et on-premise entre l'AAD et l'AD. Vous avez le Defender ATP, qui est là maintenant le Windows Defender. On l'a appelé le Azure Defender. Donc, c'est Azure Security Center et toute l'agent qui se retrouve avec le Windows Defender que vous avez dans Windows 10 par défaut. Je vous rappelle que depuis d'ailleurs la 19.03, tous les services de tout ce que je viens de vous parler des agents dans Windows 10, ils sont là et ils se réveillent selon les licences que vous avez. Donc, c'est ça qui est assez amusant, c'est que là, les services, ils n'ont pas besoin des fois de réinstaller les choses, ils sont déjà là, mais soit ils sont éteints ou soit ils sont évidemment inactifs par rapport à évidemment ce qu'on va rembarquer là-dessus. Un des points importants quand vous êtes en E5, vous avez MCAS, donc Microsoft Cloud Security Application. Donc là, c'est leurs 18 000 applications dans leur database et compagnie qui est extraordinaire évidemment à gérer. Puis après, derrière, vous avez le Endpoint DLP, le Data Loss Protection, qui lui aussi va vous emmener à gérer des points. Donc, c'est comme vous pouvez le constater, puis là je vais arriver sur la fin, c'était précisé avec Nicolas qu'on est à peu près à 3-4 minutes de la fin. Comme vous pouvez le constater, c'est très vaste et très riche. Je peux effectivement aller beaucoup plus loin sur certaines mesures. Je vous invite à retourner vos demandes éventuelles pour de la IP RMS, pour tout ce qui est les outils DLP si ça vous intéresse, pour tout ce qui est évidemment Azure pour les endpoints et compagnie au niveau gouvernance et autres, même au niveau des risques comme la communication. Donc n'hésitez pas à revenir évidemment à Nicolas si vous êtes intéressé pour éviter aussi tout ce qu'on parle des CASB, le security broker, les shadow IP pour lutter contre le shadow IP en tant que tel. Et puis après évidemment la logique du licensing, là je pourrais éventuellement au pire redonner à Nicolas, je sais pas comment il pourra le faire, mais où je pourrais vous donner des AKMS ou des shortcuts pour aller chercher ou un GitHub d'un gars qui a vraiment mis ça en licence assez sympathiquement et qu'il tient un jour assez régulièrement, puis c'est chez un gars de chez Microsoft en plus. Donc ça peut être super intéressant pour évidemment aller retrouver ces informations-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez mais j'essaierai de vous retrouver. Donc, je voudrais pas vous dire une mauvaise information, mais il y a aussi une autre entreprise de recherche qui, en l'occurrence, a fait aussi son point, mais on pourra en reparler pour le prochain podcast. Le gros tableau, il est complètement fou, justement, et comprendre. Il prend tous les petits morceaux, puis il les met dans les ensembles. Donne des diagrammes de veine, qu'est-ce qui est inclus, tout ça. Puis ouais, c'est pas si évident que ça à comprendre pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin et de quelle manière on s'y retrouve. Puis surtout, c'est pour calculer son coût aussi, parce que bon, c'est bien gentil, mais tout ça a un coût. Donc quand on calcule pas ou qu'on s'en fout du coût que ça donne, bon, c'est pas très grave. Mais quand on veut évidemment faire du supercast comme on le fait pour Azure, quand on veut faire ou comme pour AWS, quand on veut faire de l'infrastructure, c'est sûr qu'en concernant les parties Office, c'est important de le prendre en compte. Là. Donc, tout à fait. Donc voilà. T'as pas parlé des options parce que Microsoft a sorti des options. Tu as M365 E5 sécurité et c'est E5 compliance, justement parce que tu veux pas payer le plein E5, ben tu peux l'acheter en option. Là. Oui, alors le plus S ou le plus EMS, souvent c'est des options qui, comme je le dis, c'est un peu comme quand je précise, malheureusement, j'ose espérer que ça va pas bondir certains, mais que MCAS est évidemment le SIEM pour les pauvres lorsqu'on peut pas se payer Sentinel ou qu'on n'a pas évidemment Sentinel pour le faire, mais la même chose est pareil pour les licences qui sont gérées avec un plus S ou avec un EMS. Des fois, il faut faire vraiment son choix, à dire vaut mieux peut-être baisser certaines licences en E3 pour monsieur et madame Michu qu'on sait qu'elle va pas avoir de problème, mais de remettre un vrai E5 ou un M365 E5 pour les gens qui sont à haut privilège ou des gens. Puis là, vous allez vite faire vos calculs et vous allez voir que c'est pas plus mal de faire ce genre de choses que de cumuler plein de monde avec des plus machins puis de croire qu'on paye un peu moins cher. D'ailleurs, de toute façon, c'est toujours au volume. Donc, je vous rappelle que Microsoft part dans une éthique de dire si vous lui promettez que de toute façon, vous l'achetez pour 1 an, 2 ans, voire même 3 ans, c'est un peu comme les VM. Maintenant, ça va jusqu'à du 5 ans. Vous savez, les prix peuvent être, ça peut aller jusqu'à du 40-50% de moins. Là, donc, c'est sûr que vous engagez pour 5 ans, mais je veux dire, il y a tout un calcul où il y a tout un système qui vaut quand même le coup à prendre en compte là-dessus. Donc, si ça intéresse, on pourra poursuivre. Moi, c'est quelque chose qui, au-delà de me fascine, c'est que je suis obligé de le savoir parce que par défaut, ou en tout cas de le savoir, pas dit par cœur, mais quand même assez régulièrement, parce qu'évidemment, dès qu'on touche
au-delà évidemment de la sécurité de Microsoft, on touche obligatoirement à des plans et des licences. Et si vous n'êtes pas dans le bon contexte avec évidemment les bons clients au bon endroit, vous pourriez peut-être dire à quelqu'un oui, on peut te faire ça, puis tout compte fait, ça lui coûterait une blinde parce que il n'a pas la licence adéquate, ou il n'a pas le plan adéquat, ou il a cru qu'il l'avait mais il l'avait pas, et ainsi de suite. Et ça fait des mauvaises blagues quand vous revenez après au niveau de l'exécutif et vous dites non, tout compte fait, ça peut pas parce que ça va coûter ça et ça. Ouais, l'exemple, c'est Project. Tu as la licence client qui vient avec un certain niveau, mais tu dois acheter une licence serveur Project qui, elle, active la création des projects. Il y a du paquet de petites choses comme ça, de faux joies qu'on peut se faire quand on regarde les licences, puis des fois, on a l'impression que ça va plus loin que qu'est-ce que c'est réellement. Là. C'est exact. En tout cas, merci encore une fois de m'avoir invité pour aujourd'hui, Nicolas. Et puis, écoutez, merci de m'avoir écouté. Merci pour ce podcast sur les licences. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Bye bye, Nico. Belle journée.